C'est très long, ouais. Donc, bonjour à tous, merci de l'invitation. C'est un plaisir de parler brièvement d'une partie de ma thèse. J'ai fait une thèse sur article scientifique dirigé par le professeur Adnet, chef des services du SAMU 93, le professeur Bobet, psychiatre à l'hôpital Avicenne. Et donc aujourd'hui, je vous parle des résultats quantitatifs de cette étude, de l'étude en fait REPER-Psy. L'étude dans sa totalité utilise une approche mixte, donc quantitative et qualitative. Alors, ça marche comment? Comme ça, très bien. Donc, en matière en fait de dons d'organes, on sait tous que le cadre réglementaire a changé depuis très peu de temps, depuis quelques années. La pénurie de greffons reste toujours un enjeu majeur de santé publique au niveau international et au niveau bien évidemment national en France. Avant ce changement du cadre réglementaire, l'Agence de biomédecine en France en 2005 avait autorisé les prélèvements hépatiques et rénaux à partir de donneurs décédés après un arrêt cardiaque qui doit répondre aux classifications A et 2 de Maastricht. Donc il y a cette mise en place de cette procédure médicale mise en place par les urgentistes qui consiste dans une annonce du décès et simultanément la demande de non-opposition au prélèvement d'organes pour les familles, dans laquelle les familles doivent prendre une décision dans un laps de temps disons maximal de 5 heures. Selon notre revue bibliographique, on s'est aperçu que très peu d'études s'étaient intéressées sur la problématique des conséquences psychologiques dans ce contexte donc d'urgence. Donc on a mis en place cette étude qui avait comme objectif d'évaluer l'impact psychologique sur les proches dès la procédure des décès amorcés en préhospitalier, donc dans le cadre préhospitalier d'urgence, et d'évaluer les variables explicatives associées à la symptomatologie psychologique éventuelle. En conformité avec les données de la littérature internationale, nous nous sommes attendus de trouver un taux de proches atteints de symptômes post-traumatiques sévères aux alentours de 30%. Et on s'était dit qu'avec cette procédure, qu'une valeur de stress post-traumatique supérieure à 50% entraîne une morbidité inacceptable pour les proches en termes de retentissement psychologique. Donc, on a mis en place cette étude multicentrique qui a été conduite sur 4 SAMU en France. Donc, la durée totale de l'étude pour les proches était de 13 mois. À J0, donc, les équipes préhospitalières ont inclus les proches. On s'est intéressé exclusivement à des proches adultes qui ont donc perdu un être cher à adulte d'un arrêt cardiaque non inscrit au fichier de refus, pour lesquels donc une demande d'autorisation de prélèvement d'organes a été formulée et avec acceptation ou non de la part de la famille, proches présents lors de la prise de décision et absence de barrière de langage. Donc à 3 mois, on a fixé notre critère de jugement principal, la proportion de proches ayant un score à l'ESR majeur ou égal à 33. Ça, c'est le cut-off pour identifier les symptômes liés au stress post-traumatique. Et en analyse secondaire, on s'est intéressé au score de dépression et d'anxiété mesuré par l'HADS. Et pour le diagnostic de la dépression et du PTSD, on a utilisé le MINI, qui est une interview structurée ici du DSM-4. On n'a pas pu utiliser le nouveau critère du DSM-5 sur la dépression et sur le post-traumatique. Notre étude a commencé en 2014 et les nouveaux critères diagnostiques sont sortis en 2013, mais en France, le manuel est apparu en 2015, donc ce n'était pas possible. Et donc, à 3 mois, je me suis occupée de faire le follow-up psychologique par téléphone, où j'ai mené l'entretien quantitatif et également un entretien qualitatif que je ne peux pas vous présenter aujourd'hui parce que la partie qualitative est toujours en cours d'analyse. Donc, on a inclus 40 proches entre février 2014 et mars 2018. 60% de la population était de sexe féminin. Lien de parenté, 45% de cas conjoints et 85% de familles ont donné leur consentement.
Donc, on a trouvé que le 47% de proches avaient un score à l'ESR majeur égal à 33. Et quand on fait une analyse univariée et bivariée, en fait, on ne trouve pas, entre le groupe, disons, de proches traumatisés et non traumatisés, on ne retrouve pas de différence statistiquement significative. On voit que dans notre population, le 32% développent des symptômes anxieux, 30% des symptômes dépressifs. Et quand on regarde le diagnostic, le 100% de proches traumatisés a en fait un épisode dépressif majeur, 15 proches sur 16 ont un PTSD, et dans la population générale, vous pouvez voir que les pourcentages sont aux alentours de 35% et 46%. Quand on s'intéresse aux variables explicatives, alors associées en fait à la possibilité d'avoir un score plus élevé au IESR, à cette échelle, on trouve donc que la gêne liée à la procédure, la gêne ressentie liée à la procédure, le regret lié à la décision prise et la perception du temps consacré par le SAMU perçu comme non suffisant étaient des facteurs de risque. Alors que des facteurs protecteurs comme le fait que quand la famille est au courant du souhait du défunt, s'il souhaitait donner ou pas, la réexplication des informations par les équipes hospitalières qui rencontrent au centre de prélèvement d'organes, le temps suffisant, le temps consacré, perçu comme suffisant, donné par les équipes hospitalières, et la clarté des informations à domicile, donc les informations données par les équipes préhospitalières étaient plus des facteurs protecteurs. Et puis le dernier résultat, ça nous a fait plaisir parce qu'on est une équipe qui travaille beaucoup sur la présence de proches lors de soins urgents. On a vu que le fait de participer à la réanimation, d'être présent lors de la réanimation de son être cher était plus un facteur protecteur. Donc, pour conclure, on a rejeté l'hypothèse de départ parce qu'on s'est aperçu que presque un proche sur deux pouvait développer un symptôme, en fait, une symptomatologie post-traumatique. La procédure médicale simultanée est acceptable, mais j'ai écrit travail avec les équipes sur la temporalité des familles. Ça, c'est grâce à l'étude qualitative qu'on a pu voir la nécessité de travailler avec les équipes préhospitalières, la possibilité d'un follow-up psychologique à 3 mois, surtout pour les familles plus fragiles, en fait, plus vulnérables, et un screening psychologique à visée diagnostique qui devrait être intégré dans la prise en charge de famille dans le cadre de la médecine d'urgence. Merci beaucoup. Merci. Avez-vous des questions? Oui, une question ici. Merci. J'aurais effectivement des questions concernant la population. J'imagine que vous avez dû faire une analyse des facteurs confondants, mais dans ces 47% de proches qui présentent ce symptôme post-traumatique, est-ce que vous avez pris en compte la différence entre les gens qui avaient dit oui au prélèvement et les gens qui avaient dit non? Oui. Et est-ce que c'était des conjoints ou pas des conjoints, si ça avait une influence ou pas? Oui. Alors, malheureusement, pour une question de temps, je n'ai pas pu présenter toutes les données. Il n'y avait pas de différence significative. Donc, on a vu un peu la conformité des données de la littérature que disent en fait que si on donne ou on ne donne pas, il n'y a pas forcément un risque accru de développer une morbidité. Et par rapport au lien de parenté également, on n'a pas vu de différence. Donc après, c'est plus intéressant. La partie qualitative fait comprendre pourquoi justement on arrivait à trouver ce 47%. Je pense que ce sera la suite de cette thèse, mais non, on n'a pas trouvé des différences en fait. Merci beaucoup.